Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lonapolis. Je reçois aujourd'hui Jen Jallier, entrepreneuse et créatrice de la marque La Jungle Bijoux. Comme beaucoup d'artisans indépendants, elle crée, elle vend, elle communique, elle gère son projet de A à Z. Vous pourrez ainsi découvrir dans cet épisode comment se passe la communication, la vente sur ce genre de produit, puisque bien qu'il soit de consommation régulière, il reste un travail de création à part entière. On y parle également inspiration, dans un secteur où beaucoup de créateurs semblent se copier ou s'approprier le travail des autres. Circonstances de confinement oblige, l'invité d'aujourd'hui a accepté de réaliser l'interview par téléphone, ce qui explique la qualité de l'enregistrement. Je vous laisse découvrir Jen. Salut Jen. Salut. Tu es créatrice de bijoux, créatrice de La Jungle Bijoux. Tu crées des bijoux artisanaux faits main et tu as monté une boutique en ligne sur laquelle tu vends tes bijoux. Tu t'inspires, corrige-moi si je me trompe, de l'illustration, du graphisme et notamment de l'architecture aussi pour façonner et créer tes bijoux. Tu t'inspires à peu près de toutes les formes d'art et tu t'inscris dans une démarche de slow made. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette démarche ? Alors au départ c'était plus personnel, j'avais pas envie de me mettre la pression comme les grands groupes de faire 10 collections par an, une l'été, une printemps, tout ça. Du coup c'était vraiment de la création spontanée quand j'avais envie d'aller au bout des idées. Et en fait c'est ça, le slow made, c'est prendre plus de temps mais pour faire un produit qui est vraiment abouti, qui convient sous plein d'aspects différents, quoi. Pas bâcler certains aspects pour avoir plus de rentabilité ou ce genre de choses. Alors quand tu dis plus de temps par rapport à un bijou, à la création d'un bijou normal, combien de temps ça te prendrait toi ? Ça dépend complètement. Il y a des bijoux qui peuvent sortir comme ça. Juste j'ai l'idée, je la transpose sur dessin et ensuite je la fabrique. Mais après il y a par exemple surtout quand je travaille en collaboration, ce qui est un peu l'ADN de la marque, ça met vachement plus de temps parce que du coup on est plusieurs têtes pensantes à bosser sur l'idée et donc des fois on part de rien et ça peut mettre 1 an à développer un modèle. Juste l'idée. Après la fabrication en général, je fais pas des bijoux dans une complexité qui va au-delà de 2 jours de travail sur un bijou, quoi. D'accord. Et les bijoux, après, tu les fais en série ou tu les fais vraiment à chaque fois à l'unité ? Non, ça dépend. J'ai des collections je les travaille en petites séries. Du coup, ça va jamais être de la production industrielle. Donc, ça va être 20, grand max 50 par modèle que je vais créer au long de l'année. En fait, ça m'arrive de fabriquer à la commande. Et après, par contre, il y a les pièces uniques. Là, pour le coup, je les fais qu'une seule fois, quoi. C'est le mélange, du coup, de 2 travails artistiques qui se retrouvent dans un produit qui est portable, mais du coup j'avais envie que ça se rapproche plus du domaine de l'art et que ça reste une mini-œuvre d'art qu'on peut porter, qui a un côté esthétique, qui a un côté pratique. Mais voilà, le fait de la garder en pièce unique, ça lui donne aussi plus de valeur artistique. D'accord. Et aujourd'hui, quel est ton combien t'estimes la part de travail que tu fais en série et le travail que tu fais sur mesure ? C'est assez 50-50 parce que ça m'arrive par moment de produire beaucoup en série et en fait ça me convient pas. Au bout d'un moment j'en peux plus en fait et je me retrouve en face à moi-même à me dire non mais en fait ça me plaît pas de produire de cette manière-là. En fait, les collections que je fais qui sont plus artistiques, qui sont en collaboration avec des illustrateurs et tout ça, elles sont plus difficilement vendables parce c'est quand même des produits assez originaux. Du coup, ça convient pas à tout le monde. Tout le monde trouve ça joli, mais tout le monde se verrait pas le porter. Du coup, des fois, quitte à gagner moins d'argent, je préfère quand même retourner vers de la pièce unique et me faire plaisir aussi à moi. Et je pense que ça se ressent dans mon travail général, si je me fais plaisir ou pas, quoi. Il y a beaucoup d'artistes qui nous écoutent et qui sont pas forcément issus de ton univers. Et moi-même, je connais assez mal l'univers du bijou et surtout des références. C'est-à-dire des références artistiques. Je parle pas des références annexes qui pourraient t'inspirer comme j'ai pu dire au début sur l'architecture et le graphisme, mais vraiment des bijoutiers. Est-ce que tu as des références en termes de bijoutiers sur lesquels tu t'appuies ? En fait, j'ai découvert, parce que du coup, j'ai fait une formation en bijoux et ensuite j'ai fait une formation en broderie, surtout tout ce qui est broderie haute couture. Et c'est là que j'ai découvert les bijoux de parure, donc ça, c'est encore un autre univers, c'est pas la joaillerie. Ça ressemble à de la joaillerie, mais c'est fait avec des matériaux non précieux et du coup, on peut vraiment s'éclater et faire des bijoux assez burlesques, des bijoux assez imposants. Et du coup, il y a Philippe Grand qui est parurier
pour notamment Jean-Paul Gaultier. Et voilà, ça c'est un des créateurs qui m'inspire. Ouais. Tu crées tes bijoux, j'imagine que tu as des fournisseurs en matériaux. Comment tu les trouves ? Comment tu fais du sourcing ? Comment tu prends contact avec eux ? Comment tu les choisis ? En fait, au début, je pense que c'est un peu du bouche à oreille. Quand tu sors de l'école de bijouterie, tu discutes, ou même avec ton maître de stage. Moi, j'ai bossé en intérim dans des petites entreprises et tout. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on les découvre. Et ensuite, c'est à nous de se faire notre propre opinion. Par exemple, j'ai testé plusieurs doreurs. Donc, c'est ce qui permet de plaquer or un bijou, par exemple, ou plaquer argent pour le protéger, pour lui donner plus de valeur. Et j'en ai testé plusieurs avant d'être vraiment satisfaite. Je pense qu'il y a une histoire de feeling, mais aussi de professionnalisme pour avoir un travail de bonne qualité, quoi. C'est plus une histoire de feeling ou de qualité, ou les deux, puisque quand tu achètes du bijou fait main, il y a aussi une forme d'exigence sur la qualité. Ouais, totalement. Du coup, oui, c'est ça. S'il y a que du feeling, mais que le travail est pas là derrière, bien sûr, ça le fait pas. Et en même temps, si le travail est ultra bien fait, mais qu'il n'y a pas de respect entre collaborateurs ou quoi, ça le fait pas non plus. Donc, ouais, c'est un peu un équilibre entre les deux, je pense. T'es dans un secteur quand même qui est assez concurrentiel, surtout dans le monde de l'image dans lequel on est. On voit des créateurs de bijoux un petit peu partout sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Quel rapport tu as avec la concurrence ? Comment tu te positionnes par rapport à eux pour essayer de faire ton trou là-dedans ? C'est un peu la grande question au début, parce que du coup j'ai un peu deux gammes aussi, et c'est vrai que j'en ai une qui est assez basique et du coup qui est la plus concurrentielle. Et je pense que j'essaye juste de faire ce qui me plaît, et si ça plaît aux autres, de continuer là-dedans sans essayer de trop me laisser influencer par la mode, mais on l'est toujours. Tout ce qui me passe sous les yeux, je suis forcément influencée inconsciemment, mais ouais, je pense que j'essaye d'aller le plus possible vers quelque chose d'authentique. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, on suit ou pas, quoi. Mais en fait, je pense que les créateurs de bijoux à mon niveau, j'en rencontre pas mal quand je fais des salons, par exemple. Même, je suis déposée dans des boutiques où eux aussi peuvent être déposés. Et ce rapport-là, il est assez bienveillant parce que je pense qu'on se prend pas trop la tête à notre niveau, et du coup, on se tire un peu vers le haut, on se donne des petits conseils et tout. Donc ça, c'est assez bienveillant, c'est très cool. Et par contre, c'est vrai que des fois, c'est un peu décourageant de voir des gros qui font rien à la main, mais les clients, ils comprennent pas forcément la différence entre les deux. Et en fait, la concurrence, elle est plus là, alors qu'il devrait pas y en avoir, parce que c'est pas du tout le même produit. Mais du coup, des fois, c'est un peu cette remise en question est-ce que j'aligne mes prix alors que c'est pas le même produit, mais peut-être que ça marcherait mieux. Est-ce que je vais fabriquer des choses qui me correspondent moins, mais qui sont plus à la mode? Je pense qu'elle est plus là. Et au niveau tarif, c'était assez compliqué pour moi au début. J'essayais de me caler sur les marques de bijoux assez populaires qui fonctionnaient bien. Et en fait, je m'y retrouvais pas du tout. Du coup, maintenant, j'applique un prix juste et vraiment, j'essaye de me forcer pour que ce soit que ça me rémunère au mieux, et que ce soit un prix respectable aussi pour le client, quoi. Tu dis et qu'ils comprennent ce qu'il achète, qu'ils comprennent pourquoi il met ce prix-là dans une pièce comme ça. C'est sur quoi j'allais rebondir. Si je comprends bien, c'est qu'il y a quand même une histoire de discours par rapport aux clients pour qu'ils comprennent bien la démarche et la façon dont c'est fait, etc. Comment tu positionnes ton discours pour leur expliquer ça, et plutôt qu'ils aillent chez un grossiste, ils aillent te voir toi, quoi. C'est un peu tout le discours qu'il y a, surtout en ce moment où on ouvre les yeux sur le local, de dire au même prix, par exemple, est-ce que vous préférez donner des sous à un gros qui connaît même pas qui travaille pour lui, ou à moi qui suis la seule à avoir fabriqué et imaginé du début à la fin votre bijou, et vous pouvez garder contact avec moi après. Enfin, voilà, je pense que c'est vachement une histoire de storytelling, entre guillemets, mais mon discours, il est transparent, quoi. Je pense que c'est ce que les gens recherchent. Est-ce que tu as une communauté, une newsletter, comment tu communiques avec ton public, du coup J'ai pas trop de newsletter parce que je suis pas hyper technologie, mais Instagram, c'est assez facile, entre guillemets, et difficile en même temps, parce que du coup, c'est un peu noyé dans la masse, donc ça, c'est assez dur de faire son trou.
sur Instagram, mais en même temps, tu es assez libre de partager ce que tu veux, de créer une jolie image, de discuter aussi avec les gens. C'est un outil qui est vachement bien fait pour les petites marques, je trouve. Du coup, voilà, c'est ma manière principale de communiquer, mais au tout début, c'était pas du tout ça. Au tout début, c'était juste du bouche à oreille, j'ai vendu un bijou par-ci, regarde mon bijou, ah ouais, c'est une petite créatrice. Enfin voilà, c'est vraiment juste du bouche à oreille au début, quoi. D'accord, et donc tu es présent uniquement sur Instagram ou sur d'autres réseaux aussi ? Non, du coup, j'ai mon site internet, donc pareil, beaucoup de référencements, j'essaye de faire un peu quelques articles de blog. Il y en avait un d'ailleurs sur le juste prix, comment j'estime la valeur des produits que je vends. Ouais, sur Facebook aussi, Instagram, Pinterest, ça commence à devenir assez important aussi. En fait, je pense que la meilleure manière de communiquer, c'est pas la meilleure manière, mais celle que j'ai trouvée en tout cas pour moi, c'est d'essayer d'être présent le plus possible partout, quoi. Quand tu dis partout, c'est-à-dire sur un maximum de plateformes ? Ouais, ça, et aussi en réel, c'est hyper important. Je pense que les gens voient qui tu es, voient ton produit, du coup ils associent les idées, ils découvrent ton histoire. Par exemple, quand c'est sur des événements, des marchés de créateurs... Ça me permet de rebondir sur ta vente. Tes bijoux, tu ne les vends pas que sur Internet, tu les vends aussi en boutique. Ils sont distribués en boutique, comment ça se passe ? Ils sont distribués en dépôt-vente dans des boutiques. Du coup, c'est souvent des petits concept stores, soit de Made in France, soit juste de création artisanale. Sinon, ils sont aussi sur Internet, mais en physique, ouais, c'est dans des points de vente comme ça. Et aussi, on a un atelier partagé en fait avec un collectif de bijoutiers aussi. Enfin, travaille autour du métal de manière générale. Et du coup, on a une petite partie showroom. Donc là, c'est sur rendez-vous, mais ça nous arrive de faire des événements ou sinon même de recevoir juste en rendez-vous, c'est pas mal aussi, quoi. Déjà, comment tu choisis tes salons ou tes lieux de vente, comme ça, les pop-up stores ? Comment tu rentres en contact avec eux ? Ça dépend. Soit des fois, c'est du grand hasard. C'est une rencontre une pote d'une pote, enfin voilà. Des fois, ça m'arrive de vraiment les chercher, tout simplement. Par exemple, je me dis, là, ce serait bien d'avoir un point de vente à Bordeaux. Je vais aller chercher ce qui se fait et je vais les contacter, donc du démarchage. Et puis parfois, c'est eux qui viennent à moi aussi. Et en général, ils me découvrent sur Instagram, par contre. D'accord, donc vraiment le point de convergence à chaque fois, c'est Instagram. Ouais, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de marques de bijoux un peu nouvelles en ce moment, quoi. D'accord. Parce qu'Instagram, c'est l'image du beau, toujours. Et en même temps, il y a pas mal d'outils qui te laissent montrer en live ce que tu es en train de faire. Tu peux montrer les coulisses, entre guillemets, donc comment c'est fabriqué et tout ça. Donc ouais, je pense que c'est pas mal. Tu peux beaucoup partager avec ta communauté. Moi, je considère pas trop que j'ai une communauté, mais je vois qu'il y a déjà plus de réactions quand je montre comment est fabriqué tel bijou, parce que c'est une manière facile d'expliquer aux gens. Alors, question bonus, comment tu envisagerais les choses si Instagram disparaît ? Je pense qu'il faudrait que je fasse vachement plus d'événements en live, comme je disais, en réel. En fait, vraiment, je pense qu'Instagram, c'est en parallèle du site internet, parce que c'est hyper dur quand tu fais dans un secteur concurrentiel comme le bijou par exemple, c'est hyper dur de se faire une place sur la toile, quoi. Du coup, Instagram, c'est un peu le copain du site internet qui va venir le tirer. Allez, vas-y, on y va. Ça disparaissait. Je pense que faudrait que je sorte, quoi. Faudrait que je fasse des événements dans des boutiques, dans des salons, dans des marchés. J'en fais, mais peut-être pas assez. Tu dis que t'en fais, c'est combien de fois par mois, par exemple, tu te rends en présentiel dans des boutiques et tout ? Au début, je le faisais une fois par mois au minimum, même deux, souvent. Et en fait, c'est hyper chronophage et c'est assez difficile dans ce moment-là parce que c'est souvent le week-end. Du coup, de faire la part des choses entre ta vie pro et ta vie perso, c'est hyper fatigant en fait. Faut que tu sois là, tu dépenses du coup du temps et de l'énergie et après, tu sais jamais combien tu vas vendre, ce que ça va te rapporter et tout ça. Du coup, j'ai vachement réduit. En termes de résultats, tu t'y trouvais pas ton compte ? Si, c'était des expériences hyper enrichissantes à chaque fois parce que tu rencontres des créateurs, tu rencontres des potentiels clients ou pas, juste des personnes intéressantes. Mais ouais, j'avais vraiment du mal à... Je perdais trop d'énergie là-dedans. J'avais vraiment du mal après à me recaler sur ma vie perso. À chaque fois, c'était compliqué. D'accord. Du coup, ouais, j'ai préféré un peu calmer le jeu. Du coup, là, je dirais que j'en fais aux alentours de la fête des mères et à Noël. Donc, ouais,
5 dans l'année, quoi. 5 dans l'année. Est-ce que tu as une stratégie particulière pour toucher ton public ? Déjà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton public et tes clients ? Qui c'est principalement, à quoi ils ressemblent sociologiquement ? Est-ce que déjà tu peux les identifier ou pas particulièrement ? En fait, comme je travaille beaucoup avec des illustrateurs, je pense que cette branche, elles sont assez touchées par mon travail. Donc j'ai une petite partie de ma clientèle qui est dans le milieu de l'image. Sinon, elle diffère vachement justement des ventes en réel que des ventes sur Internet. Et sur Internet, on va être sur de la femme, hein, surtout, à part peut-être de temps en temps des cadeaux, mais sinon de la femme. Je dirais de 25 à 55 ans. Et par contre, en réel, ça peut être de tout. Vraiment des gens qui sont touchés juste par le travail artistique, des petites mamies, même des enfants qui réclament. Enfin, ouais, c'est vachement plus diversifié. Je pense que c'est dû au fait que je sois là et que j'explique mon travail qui touche aussi d'autant plus de personnes. Et est-ce que c'est plus facile de faire ce travail-là en direct, le travail donc de discours, ou de le faire sur Instagram ? Je pense que ça dépend vraiment des gens. Mais pour moi, c'est vachement plus facile en direct. Parce que t'as quelqu'un qui te répond et du coup, c'est une conversation en fait. C'est pas juste un monologue comme ça peut l'être sur les réseaux, quoi. Stumbling in a cloud, stumbling in a cloud. Est-ce que tu mets en place des actions commerciales particulières pour donner envie aux gens de revenir voir ta nouvelle collection ou sur des moments clés de l'année ? J'essaye de temps en temps de faire un peu des newsletters, mais sinon, non. C'est les réseaux, quoi. Je tiens au courant de tout ce qui passe sur mon site internet ou les réseaux. Est-ce que tu fais des soldes, par exemple, ou des réductions ? Si oui, comment tu les choisis ? Comment tu les mets en place ? Sur quelle durée ? Là, typiquement, en ce moment, du coup, avec le confinement, ça va devenir assez dur pour pas mal d'artisans, je pense. On n'a pas de protection salariale, par exemple. Et du coup, j'ai décidé de mettre en solde mes produits. Et en fait, je me disais que si je les mettais tout le temps, du coup, ça donne pas le côté exception. Et du coup, on a moins envie d'acheter. On se dit pas, c'est maintenant ou jamais. Du coup, oui, c'est une stratégie de mettre les soldes pas très longtemps plutôt qu'un mois et demi ou je sais pas combien de temps va durer le confinement. Les soldes, du coup, ça permettait aux gens à la fois de pouvoir se faire plaisir un peu moins cher que le prix réel et moi, que ce soit moins la catastrophe financière. Tu m'as dit que tu déposais, donc tu faisais du présentiel, c'est-à-dire tu participes à des salons, là tu es là et tu vends tes bijoux. Est-ce que tu fais aussi du dépôt-vente dans certains points de vente ? Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a des points de vente où genre t'es pas là, mais les points de vente se chargent de faire la vente pour toi ? Ouais, carrément, ouais. Il y en a, du coup, j'en ai plusieurs à Paris, il y en a à Marseille, il y en a plusieurs dans l'Ouest aussi, ce que je viens de Vendée à la base. Et ouais, du coup, ça c'est, au début j'avais pas ça, j'avais que l'e-shop, la boutique en ligne, mais en fait c'est hyper important. Du coup, c'est eux qui sont le relais et qui sont là pour raconter l'histoire du produit. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe, ce système de dépôt-vente ? C'est une boutique qui n'a pas besoin d'acheter votre stock. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Il y a l'inconvénient du fait qu'on ne peut pas trop gérer ses stocks parce qu'on prête en fait une partie de sa production au gérant de la boutique. Et ensuite, si ça n'a pas été vendu, ça nous revient. Et par contre, si ça a été vendu, du coup, on touche la somme de la vente. Et bien sûr, le vendeur prend une commission aussi. D'accord. La commission, elle est de quel ordre ? Ça dépend des endroits. Sur Paris, ça peut aller jusqu'à 50, même 60%. Même sûrement plus, mais moi, je vais pas au-delà de ça. Et après, en province, ça dépend aussi de la taille de la ville, de la clientèle. Mais ça va descendre jusqu'à 20-10%. D'accord, oui, parce que 50 ou 60%, ça paraît énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que dans cette disposition-là, du coup, tu montes tes tarifs ou tu gardes les mêmes tarifs sur le site et en boutique ? Ça dépend, en fait. En général, c'est un peu un deal avec le vendeur. Soit on s'accorde tous les deux pour que j'augmente mes prix, ou soit on s'accorde tous les deux pour qu'il baisse un petit peu la commission. Donc il y a de la négociation. Ouais, c'est ça. Ok. Donc aujourd'hui, si on fait la somme, tes sources de revenus, elles proviennent à la fois corrige-moi si je me trompe, du site internet, du dépôt-vente et des ventes que tu fais dans les salons quand t'es présente. Ouais, c'est ça. Et je donne aussi des cours de bijouterie, 1 à 2 fois par mois.
Donc ça fait aussi partie de ma manière de me rémunérer. Et ça, c'est un truc que j'aurais pu enlever, mais que je garde parce que ça me fait du bien. Je fais du babysitting tous les mercredis après-midi. Et Okay. en fait, c'est un moyen pour moi, parce que du coup, quand tu es auto-entrepreneur, c'est vraiment c'est à toi de prendre toutes les décisions, en fait, tout le temps. De l'heure à laquelle tu vas te lever pour travailler jusqu'à savoir en quelle couleur tu vas écrire sur je sais pas quoi. Et du coup, ça fait du bien des fois de faire une activité où tu sais ce que tu as à faire vraiment, en fait. Donc je fais du babysitting, c'est une de mes sources de revenus aussi. Je voulais revenir aussi sur parce que c'est la façon dont les clients règlent. Donc, pour les gens qui sont sur ton site, donc les gens ils peuvent payer en ligne et tu procèdes à un envoi. Comment ça se passe? Ouais, c'est exactement ça. Du coup, les gens peuvent payer par carte bleue ou par PayPal en ligne. Et ensuite, moi, je reçois un mail avec du coup le résumé de la commande et je prépare la commande. Donc, je fabrique le bijou si je dois le fabriquer. Sinon, je le prends dans les stocks s'il est déjà fait. Je l'emballe dans un petit écrin et ensuite je l'expédie. D'accord, c'est toi qui fais les expéditions? Ouais, bah c'est moi qui fais tout. En fait, je suis toute seule. Pour revenir sur les salons, donc tu m'as dit que ça t'arrivait de faire des rencontres avec d'autres artistes et visiblement ta communauté, tu as la chance qu'elle soit visiblement bienveillante et que vous tiriez un petit peu vers le haut. Comment ça se passe ton rapport avec les autres artistes, avec les collectifs? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous créez ensemble ou alors c'est juste vous vous voyez juste lors des salons? Non, ouais, ça peut arriver qu'on travaille ensemble et même qu'on finisse par totalement travailler ensemble. Par exemple, c'était il y a 3 ans, du coup. Ouais, c'est à peu près quand j'ai monté la jungle. Du coup, j'ai rencontré un collectif du coup de bijoutiers artisans du métal. Et en fait, ils voulaient monter une expo, mais ils avaient besoin de personnes pour les aider à faire la muséographie. Et du coup, on les a aidés, donc rien à voir avec l'univers du bijou. Et en fait, maintenant, on a un atelier tous ensemble, un atelier collectif. Et chacun a sa marque, chacun a sa clientèle. Mais on se tire carrément vers le haut parce qu'on se donne des conseils à la fois d'artisanat, des conseils techniques, comme des conseils juste personnels, d'auto-entreprise ou de commercial. Donc ouais, j'ai beaucoup de chance là-dedans et c'est pas du tout... Après, il y a des gens, des fois on le sent pas, c'est comme ça, mais je pense que c'est dans la vie partout pareil. Mais ouais, je sais pas, quand je vois un autre créateur, je vois pas de la concurrence du tout. Je vois justement une manière peut-être d'enrichir mon travail, des leçons à prendre, des leçons à donner, enfin voilà. Et il est où cet atelier? Il est au Grand Voisin, qui est aussi un univers d'ailleurs où il y a plein d'artisans qui se côtoient, créateurs. Alors les Grands Voisins, c'est à Paris, hein? Ouais, c'est dans le 14e, c'est un ancien hôpital, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et du coup, ça a été réhabilité il y a 3 ans. Alors au début, c'était de l'accueil de réfugiés. Et sauf que c'était pas pérenne, ça pouvait pas s'autogérer. Du coup, maintenant, il y a les deux. Il y a accueil de réfugiés et plein d'ateliers d'artisanat, de création. On va parler un petit peu de créativité. Ça peut être aussi lié puisque visiblement cet atelier, il fait partie aussi, si je comprends bien, de l'inspiration que tu peux trouver pour ton travail. Comment tu trouves des nouvelles idées? Parce que quand on est auto-entrepreneur et que tu es toute seule, visiblement, tu peux vite tourner en rond. Comment tu vas chercher de nouvelles idées et l'inspiration? À vrai dire, je vais pas trop chercher. En fait, comme je disais au tout début, par rapport au slow made, je m'impose pas, là, il faut que je sorte une idée, à telle période, il faut que je sorte une collection. Je m'impose rien. Au début, je le faisais un peu, mais en fait, ça me convenait pas du tout. Ça me permet de pas avoir à chercher l'idée et juste, c'est hyper spontané, en fait. Avant, ça m'arrivait aussi pas mal de prendre des inspirations dans les voyages que je faisais. Et maintenant, j'essaye d'un peu plus mettre mon cerveau sur pause quand je suis en vacances. Et finalement, je continue d'avoir autant d'idées. C'est vraiment surtout dans les rencontres que je fais, notamment avec d'autres créateurs, avec des gens qui sont pas forcément de mon milieu. Je suis hyper curieuse et du coup, souvent, ça me donne des idées. Je peux avoir une idée et hop, le lendemain, l'avoir dessinée, quoi. Je vais pas à la recherche, mais je pense que c'est tout ce qui m'entoure. J'ai aussi pas mal de mes amis qui sont dans le milieu de la création, donc forcément ça m'influence aussi. Comment tu fais le parallèle? C'est-à-dire comment tu peux retranscrire le travail d'une autre forme d'art dans ton travail de bijoux? Ça dépend. Par exemple, pour mon projet de diplôme, j'avais fait un travail de bijoux assez architectural. Ça peut être autant dans le volume, ça peut être dans les couleurs, ça peut être dans juste le graphisme. En fait, avec le métal, on peut faire plein de choses. Et moi, c'est ce qui m'avait un peu bloqué quand j'étais sortie d'école de bijouterie, c'est qu'on nous donnait des matières et on nous faisait faire
qu'une sorte de chose tout le temps avec. Et moi, j'aurais pu continuer l'école, mais tellement longtemps, à faire plein de formations différentes en textile, en espace. Enfin, ouais, il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Et du coup, je me suis dit, concrètement, réellement, je peux pas le faire. Je peux pas partir sur 10 ans d'études. Du coup, je vais ramener tout ça dans un produit. C'est un peu une synthèse. Un endroit pour moi, ouais, c'est ça, un endroit où je vais tout déverser, quoi, tout ce que j'ai. Est-ce qu'il y a un organisme pour protéger des modèles de tes créations Est-ce qu'il y a des problèmes de copie déjà dans le bijou ? Quand on connaît pas et qu'on regarde ça un petit peu de loin, on peut avoir le sentiment qu'il y a plein de bijoux qui se ressemblent. Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes comme ça de copie entre artistes ? Ah oui, carrément. Je pense que tous les bijoux qui se ressemblent aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été copié. Après, il y a forcément des choses où on est tous influencés par la même chose, surtout par la mode, parce que ça reste quand même un accessoire de mode. Mais oui, il y a beaucoup de problèmes de copie. Après, moi, j'ai juste déposé mon nom de marque à l'INPI. J'ai pas du tout protégé mes modèles, mais je pense qu'à mon niveau, ça va. Je suis pas assez connue pour qu'on me vole des idées. Tu marches à vue pour le moment, mais j'imagine que de toute façon tu te sens pas, t'as pas suffisamment de visibilité pour être inquiète de ce genre de choses, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai déjà eu des problèmes un peu, mais c'était plus entre créateurs. Ouais. Où en fait, j'ai fait une collaboration du coup avec une créatrice et on a travaillé sur une technique pour mener à bien le projet. Quelques mois plus tard, j'ai réutilisé la même technique pour un autre projet. Et la personne m'a dit ah mais ça c'était mon idée, c'est moi qui t'ai demandé de faire ça pour mon projet, du coup j'ai pas envie que tu le redisses pour autre chose. Là après ça se réglait à l'amiable quoi. J'avais la chance d'avoir la preuve de lui montrer que en fait cette technique je l'avais développée bien avant et qu'on l'avait pas inventée exprès pour son projet. Mais ouais, je pense que à notre niveau ça se règle entre nous. Entre vous. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta pire expérience dans ta vie d'artiste et de créatrice ? Ouais, j'en ai eu 2, je pense. Il y en a une, c'était surtout physiquement. En fait, j'ai participé à un marché de créateurs pour Noël. Et donc, on devait être dehors et avoir des petites cabanes bien isolées avec de la lumière, du chauffage, de quoi ranger nos produits tranquilles le soir en partant et tout. Et en fait, rien de tout ça. Il y avait des petits porches, mais qui n'étaient pas du tout isolés. Et en fait, c'était à Noël et du coup, il faisait moins 2 degrés tout le week-end. Et du coup, physiquement, c'était horrible. Ils nous avaient envoyé un mail à minuit pour nous dire, à minuit la veille, pour nous dire d'acheter des mini-chauffages pour tenir chaud. Sauf que quand on branchait les mini-chauffages, ça faisait sauter tout le courant. Enfin bref, je pense que ça, physiquement, c'était une de mes pires expériences avec la marque. Et sinon, ouais, j'avais peut-être une rencontre pro. C'est dans un collectif, une start-up d'incubateur d'autres start-up. Une erreur de laquelle j'ai apprise. J'ai fait confiance à quelqu'un très vite. Mais c'était quelqu'un qui avait l'air de croire en moi, qui me disait ouais, on va faire des belles choses avec tes bijoux, on va faire une collab, on va faire ci, on va faire ça, on va développer une collection, nanana. Une fois que j'ai fait tout ce qu'il me demandait, je me suis retrouvée sans rien quoi. On m'a volé un peu ma production et on m'a dit ciao bye bye. Et du coup je me suis sentie un peu démunie. Donc je pense que, mais ça m'a bien appris à aussi pas trop faire confiance aux gens tout de suite avant de les connaître quoi. Ouais, c'est aussi pour ça que je demande aux artistes un petit peu leur pire expérience, puisqu'en général c'est toujours celle dans laquelle on apprend le plus quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, je voulais savoir ta meilleure expérience. Déjà le fait que je sois en collectif d'artisans là, ça a été une énorme chance, un peu du hasard aussi que je me sois retrouvée là à les aider à monter leur expo et finalement me retrouver avec un atelier avec des gens super. Vraiment, c'est beaucoup d'entraide, donc ça c'est une super chance. Sinon, un autre, je pense qu'une des meilleures expériences qui m'est arrivée, en fait, 1 an après avoir lancé la marque, j'ai fait une campagne de crowdfunding pour justement pouvoir louer un atelier pour récompenser, parce qu'on donne des petites récompenses pour les gens qui font des dons. Pour récompenser les gens, j'avais fait un apéro vente chez mes parents, donc à la campagne, dans leur maison de campagne. Maintenant, tous les ans on fait ça et je pense que c'est le meilleur moment de l'année pour moi parce que du coup mes parents revoient tous leurs amis, moi je revois plein de gens. C'est des clients qui sont là depuis tout le début et ils sont pas forcément là tous les jours, mais je sais qu'ils m'accompagnent dans la durée quoi. Et du coup ça fait vraiment chaud au cœur tous les ans de les retrouver. Et d'accord, et c'est dans quel coin c'est en Vendée ?
Ouais, c'est en Vendée, juste à côté du Puy du Fou. D'accord. C'est une super expérience, ça. Du coup, ça fédère d'une certaine façon. Et puis, c'est un point de rendez-vous pour autour de ta marque une fois dans l'année, quoi. Ouais, puis c'est hyper modeste. C'est pas du tout de la démonstration. C'est ça que j'apprécie aussi. Ils sont pas là pour te lécher les bottes. Ils sont vraiment juste là pour prendre des nouvelles, voir si tout va bien, t'encourager. Enfin, c'est hyper bienveillant. Est-ce que comment tu gères ton SAV? C'est-à-dire si t'as des bijoux qui cassent ou quoi? Est-ce que les gens ils peuvent venir te voir pour les faire réparer ou... Ouais, bien sûr. Bah, du coup, déjà, il y a des normes européennes, surtout via Internet, où tu es obligé d'assurer un SAV, je sais plus combien, 7 jours. Enfin, voilà. Et puis même, du coup, étant une toute petite marque, je fais confiance aux gens et du coup, s'ils me ramènent un truc cassé, je me dis bien que c'est pas de leur faute, qu'ils n'ont pas fait exprès. Et du coup, je le répare, il n'y a pas de souci, quoi. Donc du coup, comment ça se passe? Ils te renvoient le bijou et tu le répares et non, tu le renvoies? Il m'envoie un mail ou un SMS, je le répare et je le renvoie. Et si c'est vraiment... des fois, ça arrive des gens parce qu'ils perdent une boucle d'oreille, par exemple. Bah là, du coup, on se met d'accord sur un prix pour pas que je leur revende la paire entière, sachant que comme je fabrique moi-même, je peux fabriquer juste une boucle d'oreille. Et du coup, je leur renvoie la boucle d'oreille. D'accord, c'est un système de garantie. Enfin, ils payent pour la réparation, ils payent pour l'envoi, comment ça se passe? Ils payent pas pour la réparation. Après, ça dépend. Si c'est un bijou qui porte depuis 1 an tous les jours sans vraiment jamais l'enlever, bah là, oui, je leur demande des frais, quoi, de réparation. Sinon, non, il y a un système de garantie sur mon site. Du coup, c'est écrit bijou par bijou, combien de temps est garanti tel bijou. Mais sinon, j'ai pas encore un assez grand portefeuille de clients pour ne pas faire confiance aux gens. D'accord. En général, je m'en souviens, en fait. À part si c'est du dépôt-vente, mais du coup, je fais confiance aux vendeurs. D'accord. Au niveau de ta tarification, est-ce que tu peux nous dire à peu près ta gamme de prix de tes bijoux? Les bijoux, les basiques, on va dire, que je refabrique en petite série, va être de 35 à, je dirais, 65 €. Et après, dans tout ce qui est pièces uniques, on va plus commencer à 60 et s'arrêter à 180 à peu près. Après, alors du coup, comment tu fixes tes prix? Je considère la matière d'œuvre dont j'ai besoin et le temps de travail. Et après, quand c'est des collaborations du coup avec des artistes, on considère aussi le travail de l'artiste, bien entendu. Et du coup, il est rémunéré lui aussi, donc ça fait partie du prix du bijou. D'accord. Et après, bien sûr, il y a aussi les charges qui sont les frais d'envoi, qui sont l'écrin qui va avec. Tout ça. Alors, c'est quelque chose qui va plus arriver en présentiel plus qu'en ligne, mais est-ce qu'il y a des gens qui essayent de marchander tes bijoux sous prétexte que tu es une créatrice et que tu n'es pas une boutique, tu vois, un distributeur Ouais, ça arrive, oui, surtout en présentiel. Souvent des gens qui disent qui n'arrivent pas à se décider, si je vous en prends 2, vous me faites un prix. Et souvent je leur réponds, mais vous savez, ça me met pas moins de temps à en fabriquer 2 qu'un seul en fait. Mes mains, c'est pas des machines et du coup c'est pas parce que même des fois des boutiques qui essayent de marchander pour si elles achètent en gros, est-ce que ça va coûter moins cher, mais comme c'est du travail artisanal, nos mains elles vont pas plus vite à fabriquer 30 médailles qu'une seule en fait. Bien sûr, je fais des petits gestes commerciaux quand j'ai des clients très fidèles, par exemple. Oui, j'imagine, mais parce que c'est des choses qu'on voit régulièrement, quoi. Quand ils ont une personne physique en face d'eux et qu'ils voient que c'est un petit peu homemade, machin, ils se disent, le prix peut être homemade aussi, quoi. Alors que bon. Mais ça m'arrive par mail aussi quand je fais des devis de bijoux sur mesure. Les gens, ils essayent, ça arrive qu'ils essayent de marchander. Ce que je fais dans ces cas-là, je les appelle. Et le fait d'entendre une voix, que ce soit un peu plus réel que le mail, ils osent moins et du coup tout va bien en général. Ok. Est-ce que, pour finir, tu aurais un conseil à quelqu'un qui se lancerait dans la bijouterie, dans la création de bijoux? Pas forcément dans le bijou, mais qui se lancerait un peu de tout court. Mais du coup, c'est un conseil que j'ai entendu il y a pas très longtemps, mais qui est hyper juste, je trouve. Il faut essayer vraiment de se lancer par passion et pas se dire c'est grâce à ça que je vais vivre, je vais vivre de ça. Parce qu'en fait, je pense que si on part en se disant ça, on ne tient pas sur la durée. Alors qu'en faisant vraiment le truc par passion tout le temps, on avance quoi. Et ouais, bien s'écouter aussi, je pense. Est-ce que tu aurais un ouvrage ou une œuvre à conseiller, un livre, un disque, un film particulier qui t'aurait inspiré ou qui pourrait inspirer d'autres personnes? Ouais, alors ça va te paraître bizarre, mais j'ai un livre en fait que j'ai pas du tout aimé lire, mais qui
qui me sert au quotidien, c'est, tout le monde le connaît, hein, c'est les 4 accords Toltec. Et vraiment, je trouve que au final, les 4 accords, ils peuvent servir vraiment tout le temps. Et bon, après, c'est pas très artistique, mais sinon, j'ai un autre bouquin aussi, ça s'appelle Inspiration, de Natasha Bird, qui est une illustratrice, graphiste, photographe, qui fait aussi du blog maintenant. Ce bouquin, il ramène vachement à l'essentiel, il te permet de un peu ouvrir les yeux sur ton quotidien, sur ce qui t'entoure, et se dire qu'en fait, il y a beaucoup de beauté autour de ça, mais qu'on l'oublie en fait. On va toujours chercher la beauté dans les réseaux, dans les endroits un peu exotiques qu'on connaît pas, les vacances par exemple, la mode, ça peut être plein de choses, l'esthétique en général. Et alors qu'en fait, il peut y en avoir juste à côté de nous. Et si tu avais une citation que tu aurais trouvé inspirante? Je crois justement que c'est une citation de ce bouquin où elle dit en fait, il y a tellement de beauté autour de nous qu'il suffit de cligner des yeux pour en louper, quoi. C'est pas exactement dit comme ça, mais voilà. Ok, ça marche. Ok, super. Écoute, merci Jen pour ton intervention aussi. Merci. Vous retrouverez les collections en vente sur la boutique de Jen, lajunglebijou.com, et bien sûr sur les réseaux sociaux, la.jungle sur Instagram. Malheureusement et au vu des circonstances exceptionnelles de confinement, pas d'image du lieu cette fois-ci, vous pourrez néanmoins voir quelques images sur son site. Enfin, vous pourrez retrouver une partie des morceaux choisis dans la playlist Spotify et iTunes de Lonapolis, une playlist choisie par les artistes. Afin que ce podcast profite à un maximum, si cela vous a plu, je vous invite, comme toujours, à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcast, et pour les utilisateurs Apple, à noter l'émission et laisser un petit commentaire. C'est aussi évidemment grâce à ça que l'émission pourra continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode.